Voilà, bonjour. Alors, je ne sais pas si est-ce que vous nous voyez? Voilà, on va se présenter. Donc, je suis, Natacha Landais et je suis accompagnée de ma collègue, Angélique Dehaene. Donc, nous allons pouvoir ensemble aujourd'hui, vous parler, hop, de l'allocation adulte handicapé et nous ferons un petit focus, sur après également les chiffres du mois, ce qu'on appelle, chez nous, pour nous, nos délais de traitement. Alors juste petit rappel, donc comme je vous disais déjà tout à l'heure, juste éteindre vos micros et vos caméras et donc n'hésitez pas à nous poser vos questions, via le chat et ce qu'on fera du coup, on se permettra, donc à chaque question, on se permettra voilà de poser cette question, oralement et on pourra vous apporter une réponse aussi à l'oral également, ça permettra à tout le monde de pouvoir en profiter. Donc, on vous rappelle également que le webinaire est donc enregistré. Vous pourrez le retrouver sur YouTube et il sera renvoyé après à tous nos partenaires. On vous rediffusera, mais on vous le redira après également, un petit peu comme la dernière fois, un petit questionnaire de satisfaction dans le chat. On vous donnera un petit lien. On vous le redira tout à l'heure. Alors, on va commencer. Bon, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Pardon? Il y a quelque chose? Alors, je ne sais pas. Quelqu'un veut dire quelque chose ou pas? Quelqu'un a pris la parole, mais je n'ai pas compris. Ça devait être une erreur de Bon, micro. d'accord, OK. Très bien. Donc écoutez, je vais commencer. Donc on va commencer, donc la prestation AH par, quelques petits chiffres, clés concernant cette prestation. Donc la prestation AH a connu un pic, d'entrants en octobre 2023, au moment de l'entrée en vigueur donc de la réforme, sur la déconjugalisation. Donc il y a eu plus de 800 personnes qui ont connu une ouverture de droit sur ce même mois, contre 380 personnes en moyenne sur le reste de l'année 2023. Ce nombre d'entrants continue toujours de croître, pardon, depuis la mise en place, de la réforme, avec une hausse mensuelle de plus de 440 personnes. Si le nombre de bénéficiaires AH tend déjà à l'augmentation depuis plusieurs années, on voit bien que la réforme, elle, donc, a bien renforcé sa montée en charge jusqu'à atteindre les 26 000 allocataires en 2024. Donc en parallèle, le nombre d'allocataires AH sortants a quant à lui fortement diminué depuis juillet 2024, passant sous la barre, des 100 sortants, soit presque 3 fois moins que la moyenne mensuelle. Donc on va continuer avec donc le départ donc de la prestation, le principe, d'ouverture de droit. Donc l'AAH, s'octroie donc, il faut qu'elle puisse, voilà, s'octroyer, il faut donc avoir au moins 20 ans. Donc, ou avant 20 ans, si la personne n'est plus à charge de ses parents au sens des prestations familiales. Ça, sur ce point-là, on va y revenir après sur une autre slide. Vous verrez toutes les particularités d'ouverture de droit possibles donc à l'AH avant les 20 ans. Donc, avoir une incapacité appréciée par la CDAPH et faire valoir prioritairement donc ses droits quand même avant un avantage vieillesse, invalidité ou accident de travail. Résider en France et être en possession d'un titre de séjour en cours de validité pour les étrangers ou disposer d'un droit au séjour pour les communautaires et suisses, donc pour les Européens. Et disposer pour le trimestre ou pour l'année de référence N-2 de ressources inférieures à un plafond, droit éventuel à NH, donc différentiel, ou percevoir un avantage vieillesse, invalidité, accident du travail, dont le montant est inférieur à l'AAH. Je vérifie en même temps si toutefois vous avez des questions à travers le chat. Principe d'ouverture de droit. Donc, ouverture de droit le mois suivant les 20 ans. Donc, ce qui se passe, pour certains parents qui ont un droit AEH en cours, donc le maintien du droit AEH se fera sur le mois des 20 ans sur le dossier des parents et le mois suivant les 20 ans de l'allocataire, donc de l'enfant qui va devenir allocataire, donc se verra ouvrir son droit à l'AAH, donc en devenant, pour le même coup, lui-même allocataire.
Donc on va voir justement, les petits points sur, l'ouverture du droit à H avant les 20 ans. Donc, percevoir une rémunération nette ou supérieure au montant du plafond de rémunération pour enfant à charge. Donc là, ça correspond, si vous voulez, à un montant de 1 104,25 €. Donc, si la personne a un montant de revenu de 1 104,25 € avant ses 20 ans, donc là, elle peut éventuellement prétendre à avoir son propre droit à H. Donc, devenir lui-même allocataire au titre d'une autre prestation, donc y compris les aides personnelles au logement. Vivre seul ou en couple et ne peut être considéré à charge d'un allocataire, donc parents ascendants, collatéraux, assistantes maternelles rémunérées par l'ASE, tiers dignes de confiance, tiers recueillants, et cetera. Donc faire l'objet d'une mesure de tutelle ou de curatelle, sauf si le tuteur est un membre de la famille, ascendants, collatéraux, famille par alliance. Donc les enfants placés à l'ASE sans maintien des liens affectifs. Être bénéficiaire de l'allocation versée dans le cadre d'un contrat jeune majeur sans maintien des liens affectifs, en présence d'un jugement de délaissement et retrait total de l'autorité parentale avec une délégation à une personne digne, de confiance à l'établissement agréé pour recueillir l'enfant ou au service, départemental de l'ASE. On va passer maintenant sur, les pièces justificatives à fournir sur l'ouverture de droit. Donc quand on a une ouverture de droit, on réclame, voilà, des justificatifs. Donc là, on vous a listé un petit peu les documents à prévoir. Donc il y a la demande CERFA. Donc normalement, donc ça représente la demande, si vous voulez, MDPH, le formulaire de demande MDPH, la notification d'attribution, donc de la MDPH. Donc, on demande toujours une déclaration de situation, donc datée de moins de 6 mois, le RIB et notification de mesure de protection, donc s'il y a, copie de la notification de la carte de mobilité réduite, hein, s'il y a également, et la déclaration, de revenus, donc des revenus, donc N-2. Pour le renouvellement AAH, donc quand les personnes arrivent en fin, d'accord AAH, donc quand il y a un renouvellement, donc pour passer ce renouvellement. Donc normalement, voilà, la CAF adresse un courrier édité lors du traitement d'une échéance à l'allocataire ou au mandataire. Mais donc nous, on réclame évidemment, la notification, de renouvellement, d'attribution de la MDPH, et on réclamera également, toujours une déclaration de situation, donc de moins de 6 mois s'il n'y en a pas, de présente dans le dossier. Voilà, pour les pièces justificatives à fournir. Là, on va parler des pièces justificatives à fournir. Alors, si, le demandeur, voilà, si on sait déjà que le demandeur, donc quand il nous fait sa demande, quand on a reçu, pardon, l'accord au niveau de la MDPH, si le demandeur est déjà bénéficiaire d'un avantage vieillesse, invalidité ou accident du travail, là, on va réclamer donc la notification d'attribution, donc de l'avantage, de cette pension, et on réclamera également aussi l'avis de paiement. Donc on réclame toujours l'avis de paiement, donc pour exemple, si on a un accord donc MDPH qui commence au 1er avril 2025, on réclamera toujours l'avis de paiement du mois qui précède. Donc on réclamera l'avis de paiement du mois de mars 2025. Donc pour résumer, donc la notification et l'avis de paiement, l'avis de l'attribution, pardon, de la pension et l'avis de paiement du mois qui précédera l'ouverture, du droit à l'AAH. Donc si, la personne, n'a pas forcément stipulé qu'elle était bénéficiaire, parfois ça arrive d'un avantage vieillesse, donc d'une pension. Si on connaît la situation professionnelle, donc maladie ou maladie longue durée, voilà, très souvent la personne se verra, envoyer ce qu'on appelle, l'imprimé, de déclaration d'avantage vieillesse et invalidité, l'imprimé AVI dont on peut vous parler des fois assez souvent. Voilà pour les pièces, justificatives à fournir. N'hésitez pas à poser vos questions, si vous avez besoin. Là maintenant, nous allons aborder la MVA, donc la majoration, pour vie, autonome. Donc la MVA, elle est versée, automatiquement.
Si les conditions donc je vais vous énumérer, ci-dessous, si les conditions suivantes sont remplies. Donc la MVA s'attribue si, le bénéficiaire a un taux d'incapacité, donc au moins égal à 80. Donc si on a un accord aussi AH à un taux maximum, il faut que la personne habite un logement indépendant pour lequel elle bénéficiera d'une aide au logement. Donc le bénéficiaire n'a pas à en faire la demande. Donc comme je vous l'ai dit, effectivement, excusez-moi, j'ai oublié la petite condition pour qu'il n'y ait aucune activité professionnelle, bien sûr, donc ça fait partie, de toutes les conditions. Donc le bénéficiaire n'a pas à en faire la demande, hein, la MVA, elle est vraiment attribuée automatiquement, dès lors que la personne remplit toutes les conditions donc énumérées ci-dessus. Voilà par rapport à la vie, à la majoration pour vie autonome. Donc maintenant, on va passer donc à la suite. Je vais vous laisser, pour le calcul du droit et revenus pris en compte et là, je vais vous laisser avec ma collègue, Angélique, donc qui va reprendre, la partie après, des revenus pour le calcul, du droit AH. Bonjour à tous. Donc, on va parler, des modalités de calcul, de l'AH. Je vous invite, si vous avez des questions sur, la partie qui vient de présenter ma collègue Natacha, à les poser, avant qu'on aborde, les modalités de calcul. Bon, apparemment, on voit qu'il y a pas de questions. Vous pouvez aussi lever la main si vous préférez poser votre question à l'oral. Ouais, n'hésitez pas. N'hésitez pas, ça peut intéresser tout le monde. Bon, bah, écoutez, il y a pas de questions, donc on y va. Calcul du droit, les revenus pris en compte. Donc le calcul du droit, il y a 2 formules de calcul, pour l'AH. Il y a un calcul sur une base, de ressources annuelles. Donc, c'est-à-dire que, depuis 2011, le calcul sur la base de ressources annuelles concerne les bénéficiaires identifiés inactifs, donc c'est-à-dire qui n'ont pas d'activité professionnelle ou qui travaillent en ESAT, sous réserve qu'ils n'aient pas basculé en gestion trimestrielle au titre d'une activité antérieure. Et la deuxième formule de calcul, c'est ce qu'on appelle la formule du calcul du droit sur une base, de ressources trimestrielles. Donc là, ça concerne, les actifs en milieu ordinaire, les travailleurs indépendants, et les bénéficiaires ayant cessé leur activité ou débutant une activité en ESAT postérieurement à la bascule en gestion trimestrielle. Donc, la règle est assez simple, hein. Si, on est en activité, professionnelle hors ESAT, on est en gestion, trimestrielle et si on est en inactivité, on est en gestion, annuelle ou alors si on est en activité en ESAT. Donc ensuite, dans les formules de calcul, on ne prend pas, uniquement, les ressources, qu'elles soient annuelles ou trimestrielles, brutes comme ça. Il y a des possibilités de cumul intégral et de cumul partiel. Donc le cumul intégral, l'allocataire peut en bénéficier, donc il peut cumuler intégralement, l'AH avec des revenus issus d'une nouvelle activité en milieu ordinaire pendant une période maximale de 6 mois à compter de la reprise d'activité. On parle de maximale de 6 mois parce que c'est pas forcément 6 mois, ça va dépendre de sa trimestrialité et de la période de la date à laquelle il reprend son activité, mais ça après c'est du cas par cas. Le cumul intégral peut être mis en œuvre sous réserve que la personne soit en situation d'activité sur le mois d'examen du droit. Et donc du coup, il y a un nouveau enfin toute nouvelle activité peut, permettre à la personne de bénéficier d'un cumul intégral avec son AH, pendant une période de 6 mois, sur une période de 12 mois. Donc on peut cumuler maximum, 6 mois sur 12 mois. Et chaque nouvelle, reprise d'activité, permet de réétudier ce droit, mais, sous réserve qu'il n'y ait pas eu déjà 6 mois de cumul intégral, sur les 12 mois, précédents. S'il y a des questions sur ce point-là, n'hésitez pas. Ensuite, on va parler du cumul partiel. Donc, il s'applique sur les revenus d'activité professionnelle et assimilés du trimestre de référence, donc en logique trimestrielle, et de l'année de référence, donc N-2, en logique annuelle. Donc là, voilà, on vous l'a mis à l'écrit, mais c'est pas quelque chose forcément que vous allez retenir. Mais en gros, le cumul partiel, c'est par tranche de revenus. Il est appliqué un abattement de 80% pour la tranche de revenus inférieure à 30% du SMIC brut et un abattement de 40% sur la tranche de revenus supérieure à 30% du SMIC brut.
Voilà, ça c'est pour la précision, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe, 2 cumuls. Ensuite, s'il y a pas de questions sur, les modalités de calcul, on va passer sur, les réductions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit sur le chat, ou à l'oral. Si vous voulez lever la main, Natacha vous surveille ça et vous donnera la parole. Donc il y a des réductions, notamment en cas, d'hospitalisation. Donc les personnes concernées, toute personne physique qui se trouvant dans la situation ci-après, donc placement à temps plein en établissement de santé, MAS ou établissement pénitentiaire intégralement pris en charge, hormis le forfait journalier, par l'assurance maladie, par l'État, quand c'est une incarcération. Aucune réduction n'a lieu si la personne handicapée a un enfant ou un ascendant à charge, si la personne handicapée a un conjoint, concubin ou partenaire qui ne travaille pas pour un motif reconnu, valable par la commission, des droits et de l'autonomie, des personnes handicapées et si un forfait journalier est dû, même s'il est pris en charge par une mutuelle payante. La prise en charge par la C2S à titre gratuit ne permet pas de considérer la personne handicapée, astreinte au paiement du forfait journalier. Donc la réduction, elle se met en place de la manière suivante: l'allocataire doit informer la CAF de son hospitalisation, sinon on n'a pas d'échange, avec, les hôpitaux ou autres, ou alors c'est le mandataire qui le fait quand il y a une mesure, hein. La CAF adresse un formulaire à compléter, donc c'est un CERFA dont vous voyez la photo là. Hem, hop, pardon. Excusez-moi, merci. Tu étais où? Celle d'après. Ouais, c'est là, merci, excusez-moi, ça a sauté. Donc, en fonction des éléments complétés sur le formulaire, une réduction sera étudiée ou non. Donc début de la réduction. La réduction prend effet mois suivant une période de 60 jours. Pour les ouvertures de droits postérieures aux 60 jours, la hache est réduite dès l'ouverture de droit. Donc c'est-à-dire si on reçoit une notification d'accord de la MDPH alors que la personne est déjà hospitalisée depuis plus de 60 jours, la réduction s'appliquera, dès l'ouverture de droit. Par contre, si c'est en cours de droit, et ben ça prendra effet, après cette période. La fin de réduction, c'est à compter du mois suivant la fin de l'hospitalisation, du placement, de l'incarcération ou du maintien en IME sous réserve de l'accord de la MDPH. Évidemment, il y a une fin de réduction s'il y a toujours un accord en cours, sinon on est sur une fin de droit totale. Et donc en fait, détermination du montant de réduction, donc le taux d'AH est réduit de 30 d'un AH taux plein dans la limite du montant dû, bien évidemment. Donc pour l'incarcération, c'est la même chose. Donc, il y a une réduction, le mois suivant, la fin de la période des 60 jours. Et puis, la fin de réduction, c'est à compter, du mois suivant, la fin de l'hospitalisation, du placement, de l'incarcération, sous réserve qu'il y ait toujours un accord en cours et la réduction, c'est le même montant, c'est toujours réduit de 30 dans la limite d'un montant taux plein et dans la limite du montant dû. S'il y a pas de questions sur les modalités de calcul, qu'elles soient en gestion trimestrielle, annuelle, sur les réductions, que ce soit pour l'hospitalisation ou l'incarcération, on va passer sur l'âge départ à la retraite. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, nous on a vraiment prévu des temps pour ça. On vous écoute, J'avais une quelqu'un? question. Oui, J'avais une question concernant, le calcul, des ressources. oui, Donc il y a 2 modes de calcul effectivement en fonction, que les personnes soient actives ou inactives. oui. J'aurais souhaité savoir, en cas de passage d'une situation, d'activité à une situation d'inactivité, quand est-ce que se fait la bascule? C'est une Au très bout de bonne question combien de temps? effectivement. Ouais. Alors en fait, on bascule, en gestion trimestrielle, dès la reprise d'activité. Ne serait-ce que quelqu'un qui est sans aucune activité, il a déjà un droit à l'AAH en cours, il va être, donc en gestion annuelle. À partir du moment où il reprend une activité hors ESAT, ne serait-ce qu'1 heure, il va basculer en gestion trimestrielle. Et ensuite pour rebasculer en gestion, annuelle, il faut 9 mois d'inactivité et on basculera, de nouveau en gestion annuelle au 1er janvier de l'année qui suit, 9 mois d'inactivité. Si au 1er D'accord. janvier, on n'a pas les 9 mois d'inactivité sur l'année N-1, et bien du coup, il faudra attendre, le 1er janvier de l'année suivante. Et pour les personnes qui sont inscrites à France Travail, vous les considérez, comme actifs, inactifs, Ça va dépendre les de demandeurs d'emploi?
Ouais, ça va dépendre de la situation précédente. Ensuite, enfin, des fois, ça dépend des situations, précédentes. Donc, généralement, un demandeur d'emploi, c'est quelqu'un qui puis ça va dépendre aussi de la date d'ouverture de droit. C'est-à-dire que si, on va regarder la situation au moment de l'ouverture du droit. Si quelqu'un est inscrit en France Tra à France Travail, on va regarder à quel moment le droit s'ouvre. Puisque vous savez que quand on reçoit des notifications d'accord de la MDPH, généralement, on remonte dans l'intériorité. Donc, il est peut-être inscrit à France Travail aujourd'hui et donc sans activité, mais avec un revenu France Travail. Et pour autant, au moment de l'ouverture de droit, il était salarié. Donc, en fait, il y a aussi on a des tableaux, hein, qui sont très, très bien faits, où on va vérifier, à quel moment on doit analyser la situation professionnelle et quels sont les historiques des situations professionnelles. Après, il faut savoir que pour, l'allocataire, c'est plutôt transparent. S'il est en calcul trimestriel, on lui demande de faire une déclaration trimestrielle, tous les 3 mois et son droit est calculé, automatiquement. Et s'il est en gestion annuelle, on lui demande rien du tout, hormis de vérifier, enfin, charge à nous de vérifier qu'on a bien les ressources de l'année -2 au dossier. Merci. J'avais une autre question concernant, les ressources qui ne sont pas à déclarer, pour la prise en compte, des revenus dans le calcul de l'AAH. Les personnes qui bénéficient d'indemnités journalières en lien avec l'ALD, normalement, elles ne sont pas déclarables, pour la déclaration trimestrielle AAH. Or souvent, quand on accompagne, les patients pour faire, ce type de demande, lors d'une première lecture à la CAF, elles sont quelquefois prises en compte. Donc je voulais savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on vous fournisse comme document ou indique sur la déclaration trimestrielle pour qu'elles soient bien neutralisées, ces ressources-là? Ouais, alors c'est une bonne question. On va vérifier rapidement, législativement. Je vous montre juste un instant. Comme ça, on vous donne la réponse, Oui. en direct. Mmh. Et après, on aura des questions également via le chat à Ouais. poser. Merci. Alors, donc là, on est en ressources trimestrielles. Mmh. Mmh. Alors, j'étais en train de vérifier dans la législation, hein, c'est ni plus ni moins que la notice de complétude, des déclarations trimestrielles d'AH. Il y a un onglet où on nous dit nature de ressources et normalement c'est écrit indemnité journalière de la sécurité sociale, donc maladie, maternité, paternité, adoption, hors IJ maladie professionnelle et IJ accident du travail. Par contre, au niveau des IJALD, si c'est pas imposable, normalement, c'est pas à déclarer. Cependant, on va quand même vérifier législativement, si, si, si vous devez les mettre à un endroit et que nous, on doit ne pas en tenir compte, mais il me semble, que vous devez tout simplement pas les déclarer. Mais on va Mmh. vous faire une réponse, bien précise, ultérieurement et c'est vrai que c'est une question, plutôt, importante, Ouais, parce que ça fait pas les mêmes calculs, effectivement. c'est ça. Oui, tout Mmh. à fait. Merci. OK. Alors, on va juste reprendre. J'ai vu qu'il y avait 2 questions, de poser via le chat. Alors, on va reprendre, ah oui, il y en a plusieurs, il y en a plus de 2 a priori. Donc, nous avons une question. Donc, on va faire bénéficier tout le monde, hein, du coup. Donc, la première question, c'est par rapport à la réduction d'hospitalisation. Est-il possible de demander un maintien à taux plein si cela met en difficulté le paiement des charges courantes à payer de la personne qui, bien qu'hospitalisée,
bah, conserve son logement. OK. Alors, en fait, il faut savoir que sur, tout ce qui est prestations, hein, nous, on n'a pas la main, pour faire, des dérogations. Il y a des modalités de calcul et on doit saisir les éléments et ensuite, le droit est calculé, selon la législation. Donc sur, l'AH, on ne peut pas, en tout cas au service prestations, venir modifier les éléments de calcul du droit à l'AH parce qu'il y a une difficulté autre. Là, par exemple, vous parlez d'un logement, donc l'allocataire peut faire une demande d'aide au logement et son droit sera calculé en tenant compte de ces éléments de ressources et des modalités de calcul de l'aide au logement. Mais en aucun cas, son droit à l'AH pourra être revalorisé, parce qu'il a des frais, en dehors de son hospitalisation. Le droit à l'AH, il va vraiment être calculé sur des éléments factuels, et des éléments de calcul, d'AH spécifiques. Donc, il y a pas de il y aura pas de dérogation, de de réduction de l'AH au motif, qu'on a des difficultés financières. Cependant, il existe peut-être, des droits sociaux ou des choses comme ça, autres dans d'autres, services, que les prestations familiales. Mais en tout cas sur le droit à l'AH, non, ça ne viendra pas, changer le droit à l'AH. Si. Autre question, donc, pouvez-vous préciser la trimestrialisation? Est-ce au trimestre civil ou autre période? C'est une autre période. La trimestrialisation, elle va dépendre de la date d'ouverture de droit de l'AH et donc en fait, ça dépend de la date de dépôt, du de l'allocataire. Donc en fait, on part, de la date d'ouverture de droit, ça définit le premier trimestre et puis ensuite, les trimestres suivants, découlent du premier trimestre. Donc évidemment, sur chaque dossier AH, le trimestre peut être différent puisque ça va dépendre de la date de dépôt et la date d'ouverture de droit, à l'AH. Vous D'accord. nous dites, hein, si on répond à vos questions Ouais. ou pas. N'hésitez pas, mettez peut-être un petit pouce, sur votre question ou prenez la parole si jamais notre réponse est incomplète, n'hésitez Si pas. vous souhaitez plus Ouais. d'informations, ouais. Donc on passe à la question suivante. Le nombre d'enfants à charge a-t-il un impact sur le calcul du montant de l'AAH du parent? Oui, 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 ça a un impact. Alors pas sur le calcul du montant, de l'AH en termes de modalités de calcul, mais sur les plafonds. Parce qu'en fait, on va calculer une assiette ressources, pour l'AH avec tous les éléments qu'on vient de vous dérouler là. Donc on va partir, des ressources, qu'elles soient annuelles ou trimestrielles. Ensuite, on va faire, des cumuls ou non en fonction, de ce qu'on vous a expliqué plus haut, donc cumul, intégral ou cumul partiel. Et puis, on va faire aussi, il peut y avoir aussi, des situations professionnelles qui mettent en place des abattements ou des neutralisations concernant l'allocataire lui-même. Et tout ça, ça va nous donner ce qu'on appelle une assiette ressource. Et cette assiette ressource-là, elle va être comparée, par le système informatique bien sûr, hein, pas par nous, à des planchers ressources et ça va déterminer, le droit à l'AH. Et ce plancher ressources-là, il va être défini en fonction de la composition familiale. Donc effectivement, si on a des enfants à charge, plus on a d'enfants à charge, au plus le plancher est élevé et au moins on a d'enfants à charge, au moins le plancher est élevé. C'est pour ça que quand, il y a des enfants qui ne sont plus à charge, au sens, de l'AH, hein, pour diverses raisons sur la notion de charge d'enfant, eh bien, le droit à l'AH effectivement, peut être révisé et du coup peut être réduit. Bien qu'on ne tienne pas compte, des ressources de l'enfant en tant que tel ou, enfin voilà, c'est ça l'explication de la notion d'enfant à charge. Je ne sais pas si tu veux compléter, Non, Natacha ou tu l'as c'est très bien défini. très bien. Parfait. Voilà, tu vois, en plus, il y a un petit pouce du coup. Donc autre question, lorsqu'une personne est en formation professionnelle, Oui. donc ESRP ou ESPO, avec un statut stagiaire de la formation professionnelle et perçoit donc une rémunération de la région, où doit-elle déclarer sa rémunération? Est-ce dans un cas salaire ou autre? OK. Alors, moi clairement, je pars du principe que la législation, elle change tout le temps et que du coup, je préfère vérifier. Donc, si vous voulez bien, ça c'est quelque enfin, à chaque fois qu'on doit enregistrer, des déclarations trimestrielles, moi je vais vérifier. On a des tableaux et je vais vérifier, dans ces tableaux-là, les natures de ressources et comment ça doit être enregistré. Donc, est-ce que Natacha, tu veux qu'on aille vérifier maintenant ensemble ou on le fera, ultérieurement? Bah, On peut après prendre le temps de vérifier rapidement?
rapidement? Alors, je pense que, ouais, la personne qui a posé la question, pourra, de toute façon, quelle heure il est? Oui, on a encore le On a temps, il encore est un petit peu 32. de temps. Ouais, On va essayer de trouver l'info si ça vous va. Si ça voilà, si on voit que ça va prendre un peu trop de temps, on vous la fera, ultérieurement, ultérieurement, pardon, la réponse. exactement. Voilà, regarde On effectivement regarde et rapidement si on trouve l'information. Hop. donc là, c'est pour les revenus de formation, c'est Ouais, ça? c'est les revenus de formation, ouais. Source trimestrielle. Alors, Formation, c'est ça? Ah, peut-être pas. Ah, rémunération ça de doit être stage, utile. voilà. Alors, rémunération de stage de formation professionnelle, y compris la rémunération par l'ASP dans le cadre d'un PIC, formation de reclassement, salarié, indemnité de prévoyance, indemnité journalière. Ce qu'on vous propose de faire, pour, les déclarations trimestrielles AH, parce que c'est quand même très spécifique et en plus ça va dépendre de la nature de la formation, et à chaque fois ça dépend aussi si les natures de ressources sont imposables ou non. Ce que je vous propose de faire, c'est on va répertorier avec Natacha toutes les questions sur, la complétude des déclarations trimestrielles d'AH et on pourra, vous transmettre, Vous une réponse apporter la é ouais. réponse ultérieurement. C'est ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une réponse écrite, je pense, à tous les participants, Mmh. si c'est possible, Ouais, tout à fait. en listant, notamment Donc sur, les peut-être indemnités journalières ALD et puis celle-ci, parce que, je me le c'est note. ouais, c'est des informations importantes et il faut qu'on prenne le temps de Mmh. vous apporter une réponse, bien précise. Est-ce que ça vous convient? Alors, hop, je reprends et on va repasser. Tac. Ouais. Alors, question suivante. Pourquoi parfois, donc au-delà des 6 mois Ouais. max de cumul, il n'y a pas de réduction du versement AAH? Y a-t-il un plafond? Je précise que la personne fait correctement sa déclaration de ressources trimestrielles. Alors, là, en fait, il faudrait qu'on voit le dossier, pour comprendre, parce qu'il peut y avoir plein d'explications. C'est-à-dire que, là, votre question, c'est, si vous voulez bien, prendre la parole pour nous expliquer le cas, par exemple. Donc c'est-à-dire que la personne, elle déclarerait des ressources, en trimestre de référence et que pour autant, elle aurait de l'AAH taux plein au-delà des 6 mois? C'est bien ça votre question? Oui, c'est ça. En fait, donc là, je prends l'exemple d'un stagiaire, hein, qui est en ESRP, ESPO, qui a, donc une rémunération de la région, Mmh. et qui, même au-delà des 6 mois, ne voit pas son AAH baisser, alors Mmh. qu'il perçoit à peu près, il est sur le barème minimum, il est à 750 € à peu près de rémunération région Ouais. et malgré tout, son AAH ne baisse pas, alors que voilà, habituellement, c'est le cas. Est-ce qu'il est sur un montant d'AAH taux plein? Oui. D'accord, OK, et il le déclare dans quelle case, sa Alors, rémunération? ouais, moi je revenais, ouais, sur la question d'avant. Moi, j'avais appelé, la CAF une fois et on m'avait dit que c'était dans la case salaire, Oui, il y a quelque oui, oui. temps. Oui, oui. Voilà, Voilà, donc on le effectivement, déclarait là. normalement, c'est dans la case salaire. Après, il faut faire attention parce que ça dépend vraiment de la nature de la formation. Parce que parfois, ils perçoivent pas, des indemnités de formation, parfois, ils perçoivent des sortes de gratifications. Donc c'est pour ça que souvent, quand on a un doute, on demande les notifications de paiement. Je sais pas si c'est des choses que vous avez déjà vues, mais parce que vraiment, en AH, surtout en gestion, trimestrielle, il y a des choses qui sont cumulables dont on ne tiendra pas compte et des choses qui ne sont pas cumulables dont on tiendra compte et c'est pour ça que la nature, de l'indemnisation, elle est importante. D'accord. Mais c'est qu'habituellement, les autres, stagiaires, d'une façon habituelle, ils ont cette réduction et c'est Oui, les mêmes, les mêmes, natures de ressources. ouais. Alors là, il faudrait qu'on puisse voir le dossier, effectivement, pour OK. voir comment c'est enregistré au dossier.
D'accord. Parce que j'avoue que sans voir le dossier, Oui, oui. j'ai pas tous les éléments de réponse. Donc vous dites que c'est quelle, qui comme ça je vais noter et puis, je pourrai vous regarder. C'est quelle nature d'indemnité de formation? Eh ben, c'est des rémunérations de la région, en tant que stagiaire de la formation professionnelle. Ça s'appelle comment? C'est une gratification? C'est une indemnisation? C'est, c'est pas une gratification, c'est, est-ce que c'est une indemnisation? Je sais enfin, ouais, je sais pas, c'est une rémunération? J'avoue, je sais pas, faudrait que je revérifie exactement. Oui, parce que du coup, la nature est très importante. Peut-être que ce que Mmh. perçoit l'allocataire, c'est quelque D'accord. chose dont nous, on ne tient pas compte. Et si vous avez transmis, l'attestation, Mmh. en fait, à chaque fois que vous transmettez un document, on va vérifier législativement et il est Mmh. possible que ce soit quelque chose de cumulable, vous voyez? Mmh. OK. Bon, bah, faut que je revérifie. Mais si vous voulez, vous pourrez nous transmettre, en dehors de l'enregistrement, Oui. de manière, voilà, plus confidentielle, le numéro allocataire et on pourra Ouais, ouais. regarder et vous apporter une réponse effectivement. Là, il faut vraiment qu'on voit le dossier et surtout qu'on voit le document, vous OK, voyez? très Ouais. bien, pas de souci, je ferai ça. Merci. Merci à vous. Et alors je vérifie, est-ce qu'il y avait, heu non, c'était ça? Non, C'était non, non, non. c'était la dernière question. Ah oui, d'accord. OK, très bien. Ouais. Donc, c'est bon pour les questions par rapport à ça. Mmh. Après, c'est vrai que je reviens là-dessus, mais quand on complète une, déclaration trimestrielle, AH, c'est très important, de bien indiquer la bonne nature, de ressources dans la bonne case et si on a un doute, vraiment de poser la question par mail ou de transmettre le justificatif parce qu'il y a vraiment des choses qui sont cumulables et d'autres pas. Notamment, là, on n'en parle pas sur le support, mais je peux faire un aparté rapidement sur, par exemple, quelqu'un qui percevrait une prévoyance. Et bien, parfois on en tient compte, parfois on n'en tient pas compte. C'est-à-dire que si la prévoyance a été souscrite à titre obligatoire, eh bien, on tiendra compte du montant, mensuel de la prévoyance dans le montant d'AH, donc l'AH sera réduite. Alors que si elle a été souscrite à titre facultatif, on n'en tiendra pas compte. Donc c'est pour ça que c'est important, d'avoir ces notions-là et surtout, de bien nous indiquer, les bonnes informations parce que nous, à partir du moment où l'allocataire ou le mandataire complète une déclaration trimestrielle et il met des montants, sans précision autre et sans justificatif autre, eh bien nous, on en tient compte, de la manière dont ça a été déclaré. Donc c'est pour ça que, c'est vraiment important de s'informer et surtout de nous transmettre les documents, le cas échéant. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas, sinon on va poursuivre. Donc le point suivant, c'est l'âge de départ à la retraite. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions là-dessus Mmh. et C'est vrai. du coup, je pense que ça c'est un point important. Mmh. Donc la règle, elle est plutôt simple. C'est qu'en cours de droit à la hache, s'il y a un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 qui a été, déterminé, par la CDAPH, et bien, du coup, on poursuit le droit, en fait. Donc l'allocataire doit bien sûr, hein, faire sa demande de pension de retraite. Elle dispose d'un délai, hein, pour nous transmettre, un récépissé de dépôt de demande. Mais on poursuivra, le calcul du droit. Alors bien sûr, quand on aura la notification d'accord de retraite, on tiendra compte des montants de pension de retraite, hein, tout simplement dans le calcul de l'AH. Mais en tout cas, le droit à l'AH peut continuer à être versé au-delà de l'âge de départ à la retraite. Contrairement à, si l'allocataire a, une incapacité déterminée par la CDAPH inférieure à 80, dans ce cas, le droit à l'AH cesse. Il y a plus de droit à compter, du mois d'âge de départ à la retraite et dans ce cas, l'allocataire peut faire une demande de RSA. Alors bien sûr, les modalités de calcul du RSA sont différentes, hein, des modalités de calcul de l'AH puisqu'on tiendra compte des ressources, du foyer. Donc s'il y a un conjoint, on en tiendra compte et puis s'il y a une pension de retraite inférieure au montant de l'AH mais supérieure au montant du RSA, bah, bien sûr qu'on n'en tiendra pas compte. Donc c'est pas parce qu'on fait la demande de RSA et qu'on invite les gens à faire la demande que forcément il y a un droit. Mais en tout cas, le droit est Mmh. étudié et puis ça peut être une demande de RSA faite dans l'attente, Voilà. voilà, de l'étude du droit, à la retraite. Mais il est étudié aussi, avec une demande de dépôt?
de Voilà, pension. exactement. Il faut quand même nous envoyer le Mmh. récépissé de dépôt de pension puisque que ce soit l'AH ou le RSA, on est sur des minima sociaux et les minima sociaux, ils sont versés après tous les autres droits. Donc il faut bien faire valoir ses droits à tous les autres droits, que ce soit, la retraite quand on est à l'âge de départ à la retraite et que ce soit, les pensions d'invalidité ou l'allocation supplémentaire d'invalidité, quand on n'est pas encore, en âge de départ à la retraite. C'est pour ça que, je pense que souvent vous voyez passer nos courriers où on demande aux gens de faire valoir leurs droits et surtout de nous transmettre, les récépissés de dépôt. Nous, une fois qu'on a enregistré, le fait qu'on a bien reçu un récépissé de dépôt, après, on suit par échéance la réception, de la notification d'accord ou de refus, hein. Mais par contre, ça c'est des éléments, obligatoires législativement. L'allocataire est obligé de faire valoir tous ses autres droits. C'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, là, on a fait un petit point important, priorité, des avantages IS. Donc on dit bien, hein, que les demandeurs ou bénéficiaires d'AH ayant un taux d'incapacité supérieur à 80 et ayant atteint l'âge de départ à la retraite, ne sont plus soumis à l'obligation de faire valoir leurs droits à l'ASPA, en complément d'un avantage vieillesse. Donc, on dit bien que l'ASPA maintenant elle est versée par, les MSA, hein, depuis, janvier 2020. Si toutefois l'allocataire a fait valoir ses droits à l'ASPA, eh bien le montant de l'ASPA sera pris en compte, hein, dans le calcul de l'AH différentiel. Alors, on a une question. Quel maintien de l'AAH si la personne continue de travailler après l'âge légal en cas de taux d'incapacité supérieur à 80? Ouais, et ben, ça, c'est des situations spécifiques, Ouais. en fait. C'est-à-dire que dans tous les cas, si elle a une notification supérieure à 80, bah, le droit à l'âge continuera à être calculé, et puis ensuite on tiendra compte, des éléments de revenus de la personne. Donc, informatiquement, on fait bien connaître au dossier, qu'il y a une pension vieillesse, on fait bien connaître, les déclarations trimestrielles et puis, le droit est calculé, hein. Ouais, et pareil, si cette personne ou demande de dépôt de pension, Oui, si cette personne arrive à l'âge, ouais. légal de départ à la retraite. OK, d'accord. Est-ce que ça a répondu à votre question? Après, à chaque fois que vous avez des situations spécifiques, hein, c'est aussi, l'essence même, hein, de notre service. Mmh mh. Faut vraiment pas hésiter à nous Tout à fait. interpeller, sur toutes les situations spécifiques parce que, là, bien sûr, on va vous faire, une information générale sur les règles générales, mais on peut pas, rentrer, Mmh. dans chaque Mmh. spécificité Il parce y en a qu'il beaucoup. y en a énormément, Mmh mh. et il va toujours y avoir une règle avec, une spécificité dans la règle et cetera. Donc c'est pour ça que vraiment, faut pas hésiter quand vous ne comprenez pas un droit ou que vous ne comprenez pas un document qui est demandé, n'hésitez pas à interpeller nous, par mail, par téléphone, parce que, en général, pour les situations spécifiques, il faut qu'on ait le dossier sous les yeux et qu'on puisse voir, qu'est-ce qui justifie qu'on ait demandé tel ou tel document ou alors qu'on soit sous telle ou telle forme de calcul ou d'abattement, c'est important. Et puis je me permets aussi de préciser que la mise à jour des situations professionnelles, elle est très importante sur les dossiers allocataires en général, mais encore plus sur l'AH, parce qu'en AH, on va pas être comme, dans le calcul du RSA où, un allocataire, par exemple, il était salarié en RSA, d'un seul coup, il est au chômage non indemnisé et donc du coup, vous nous interpellez et on met en place une neutralisation en passant, manuellement cette neutralisation sur le dossier. En H, ça n'existe pas. On va pas venir passer une neutralisation manuellement sur un dossier, mais la neutralisation ou l'abattement va se faire en passant par la codification professionnelle. Donc c'est pour ça que c'est très important de mettre à jour les codifications, professionnelles sur les dossiers allocataires et puis, quand vous ne comprenez pas un droit, de nous interpeller. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a plus aucune ressource, qui n'a plus d'activité salariée et qui pour autant a toujours, un âge réduit, ou un droit que vous ne comprenez pas, un droit qui ne serait pas cohérent pour vous, il faut nous interpeller parce que en effet, la situation professionnelle pourrait ne pas être à jour, pardon et du coup, pourrait ne pas, on pourrait ne pas avoir le bon calcul de droit. Parce qu'il y a des il y a des codifications professionnelles spécifiques, aux personnes, qui ont cessé leur activité et qui ouvrent un droit à l'AH et donc du coup, c'est à nous enfin voilà, il faut nous donner la bonne information pour qu'on passe la bonne codification, professionnelle au dossier et que ça fasse bien les bons Mmh. abattements ou les bonnes neutralisations. Tout à fait.
On a une autre question. Peut-on cumuler la retraite avec de l'AAH? Mais oui, c'est ce qu'on vient C'est possible. d'expliquer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne elle a une, notification de la MDPH qui spécifie qu'il y a une reconnaissance, d'invalidité égale ou supérieure à 80, le droit peut se poursuivre. Alors bien sûr, on tiendra compte des montants de pension de retraite, hein, mais en tout cas, théoriquement, le droit peut se poursuivre. Ce qui n'est pas vrai quand, le taux d'incapacité déterminé par la CDAPH est inférieur à 80. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je vais, je vais enchaîner avec l'autre question. Alors là, c'est pouvez-vous nous donner l'adresse? Alors attendez, je vais reprendre moi par rapport, je fais dans l'ordre. Donc pouvez-vous nous donner l'adresse mail sur laquelle on peut vous contacter? Est-ce la même adresse que lorsqu'on vous écrit via CAF Pro, donc sur MCP, mon Mmh. compte partenaire? Donc effectivement, vous pouvez nous écrire via, CAF Pro, bon, c'est MCP, mon compte partenaire. Vous pouvez nous écrire via votre compte et effectivement, nous avons, notre adresse mail partenaire. Je vais vous la mettre, dans le chat. Et qu'est-ce qu'on a? Par contre, une personne retraitée ne peut pas faire une demande AAH. Alors nous, en fait, les demandes, elles sont faites auprès de la MDPH. Donc, je ne sais pas si auprès de la MDPH, une personne retraitée peut faire une demande. En tout cas, je pense que tout à chacun peut déposer une demande auprès de la MDPH et que la MDPH étudie le droit de manière médicale, normalement. Ensuite, on va recevoir une notification d'accord ou de refus et nous, on va l'enregistrer et on va étudier le droit de manière administrative. C'est bien ça la différence, hein. Et le droit de manière administrative, c'est-à-dire qu'on va étudier, le droit bien sûr comme on vient de l'indiquer, par rapport aux ressources, par rapport à l'âge, en fonction de la quotité, d'invalidité ou d'incapacité déterminée par la CDAPH et puis on va étudier aussi, par rapport au ce qu'on appelle nous, conditions générales d'ouverture de droit, c'est-à-dire la nationalité, et cetera. Mais, si on reçoit une notification à mon sens, hein. Après, on ça m'est encore jamais arrivé. Je ne sais pas si ça t'est arrivé Natacha, mais si on reçoit une notification de la MDPH pour un accord AH au-delà de l'âge de départ à la retraite avec une quotité supérieure ou égale à Mmh. 80, on étudiera le droit de Oui, manière administrative. oui, oui, tout à fait. Voilà. Exactement. Après les critères, de la MDPH, normalement, ce sont des critères médicaux. C'est ça et le droit AAH sera calculé en fonction du montant forcément après de la C'est pension, ça. Moi, en tout cas, à titre personnel, j'ai pas connaissance que la MDPH fasse un refus par rapport à un critère d'âge. ça arrive. Mais enfin, en tout cas, on n'a pas cette information-là. Est-ce que ça répond à votre question? Voilà, je vous ai diffusé l'adresse mail, hein, sur le via le chat. Voilà. Bon, on a répondu à la question par rapport à Parfait. voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que toi, tu avais terminé Oui, ton celui-ci, j'ai d'accord, OK. terminé, ouais. Alors avez-vous d'autres questions? On va peut-être juste, Ouais. voilà, Répondre. n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On va juste vous montrer, les petits chiffres concernant, nos délais de traitement. Ah, je suis partie, totalement partie. Hop et voilà. Donc là, vous retrouvez donc nos indicateurs locaux, hein, par rapport, à nos délais de traitement. Donc là, vous pouvez voir, hein, que donc là, actuellement, la CAF, traite les courriels, donc tous les mails arrivés entre le 28 avril et le 5 mai. Les demandes, donc minima social, donc RSA, AAH, donc le date de traitement, donc ce sont celles qui sont arrivées entre le 5 juin et le 13 juin et toutes les autres demandes, sont traitées donc avec la date du 16 mars et 27 mars. Voilà pour, la présentation. Donc ce que je vais faire, je vais également, vous, remettre, comme je vous l'avais dit, hop, pardon, le petit lien pour notre questionnaire. Donc là, je vous mets quand même à l'écran, parce que là, je vous l'ai rediffusé dans le chat, notre adresse mail, mais là, je vous remets à l'écran, hein, nos petits contacts que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez prendre note.
Je vais y revenir juste après et là, je vais vous mettre notre petit lien dans le chat. Voilà, si vous pouvez prendre le temps d'y répondre, hein, juste pour, nous faire part, de vos remarques, de vos impressions. On vous remercie donc, par avance. Je me permets, Bien de sûr. compléter Natacha, si tu veux bien. J'étais en train de regarder donc, dans la législation par rapport, à la question qui a été posée tout à l'heure sur les indemnités Ah oui, journalières, ALD. tout à fait. Donc on nous dit bien que c'est des ressources exclues, hein. On nous dit bien dans la législation, les indemnités journalières maladie versées dans le cadre d'une affection longue durée, exonérantes, puisqu'elles ne sont pas, imposables, en fait, alors il faut bien que la liste des donc on nous dit bien qu'il faut bien qu'elle soit codifiée, hein, de cette manière-là, hein, sur la notification de Mmh. paiement. Mais donc du coup, on n'en tient pas compte, hein. Il faut pas, on n'en tient pas compte dans le calcul. C'est la question qui nous était posée, Mmh. tout à l'heure. Je veux bien que tu me redonnes mon copier le lien, s'il te plaît, parce que j'y arrive pas avec. Pardon, non, il y a pas de souci. Voilà. Alors n'hésitez pas, si vous aviez d'autres questions, à nous poser. On est en train de vous envoyer le lien, hein, pour le questionnaire. Oui. Alors, on espère que ce temps, d'échange, sur Voilà. l'AH, a répondu, à vos attentes, à vos questions, qui vous sera utile, dans vos fonctions. Nous, aujourd'hui, on est intervenus sur ce point-là puisque lors du dernier webinaire, heu, lors du dernier webinaire, c'était, une question qui avait été posée dans le questionnaire de satisfaction, sur quel, thème vous Ah oui, souhaiteriez, tout à qu'on fait, tout à intervienne, fait. et donc ce thème-là est beaucoup ressorti. Donc c'est la raison C'est pour vrai. laquelle aujourd'hui, on intervient sur ce sujet-là. En fait, on répond Ouais. à votre demande. Donc ça, n'hésitez pas à nous faire part, hein, de vos demandes et de vos souhaits sur, les prestations sur lesquelles vous souhaitez, qu'on puisse aborder comme ça un webinaire, avec Mmh. vous. J'avais pas vu, donc il y a encore 2 dernières questions. Quelle est la différence entre les 2 adresses mail transmises, chat et conversation? Alors c'est les mêmes normalement, non? Alors attendez. Chat et conversation? Hop, on va retou tiens, tu veux bien retourner sur, Bien sûr. merci, sur ce slide-là avec les contacts? Ah non, pardon, elle est ici. Alors, Ah oui, c'est parce que celle-ci, elle commence par CAF 44 BP, alors ah que oui, celle c'est, tout à fait, ouais, elle est pas mise à jour, ouais, effectivement. mais Heu, c'est la même. c'est la même, je ne sais pas. Alors, prenez vrai effectivement bien celle que je vous ai mise dans le chat, hein. C'est vrai qu'on ne l'a pas mise à jour. On va la modifier, effectivement. On va enlever, voilà, c'est partenaire, Voilà, arrobase, modification en direct. ouais, caf44.caf.fr. Donc ça, c'est pour nous interpeller sur, toutes vos questions, vos interrogations, vos incompréhensions, vos demandes de traitement en urgence, le cas échéant, et on a l'adresse, qui est indiquée juste en dessous là, partenaire au pluriel, point document au pluriel, arobase caf44.caf.fr. Celle-ci, c'est bien pour transmettre uniquement les documents. Ça ne transite pas par notre service, hein. Ça va directement au service courrier qui numérise en arrivée sur le dossier allocataire, et ça arrive au même endroit que si l'allocataire l'envoie, via son espace personnel sur le site caf.fr. C'est ça. Pourquoi il y a 2 adresses? On nous pose souvent la question. C'est parce que sinon, au lieu de répondre, à vos questions, on va passer nos journées à numériser des pièces, Ouais, ça nous prend beaucoup de temps, ce c'est qui est pour ça. dommage. Ouais. C'est pour ça, donc c'est pour ça que c'est important de pour vous si vous pouvez bien faire la distinction entre les 2 adresses, Mmh. vraiment l'adresse partenaire document pour envoyer vos documents. Il n'est pas nécessaire de mettre un texte parce qu'il ne sera pas lu. Mmh. C'est pour ça que voilà, il est vraiment important que vous puissiez nous faire toutes vos demandes et vos demandes de traitement en urgence sur l'adresse partenaire arobase caf44.caf.fr. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui nous précise: «Une erreur s'est produite concernant le lien». Alors un petit instant s'il vous plaît, on va voir si on peut, essayer, Différemment. de vous ouais, un petit instant. Mmh.
Retourne sur la... Non, il y a le... Alors, pas le lien. Tu vois, ils sont ça, quoi. Sur les liens. on essaie de vous remettre le lien. C'est Angélique qui est maître. Oui, c'est bon. Attends. Tiens, tu la souris. Oh, attends. Mm. Ah, il prend aussi. On vous invite à réessayer parce que nous, de notre De notre côté, le côté, lien fonctionne, oui. essaye de le reconnaître. Si tu veux. Il y a quelqu'un qui a écrit Natacha. Oui, non, c'est les personnes qui doivent quitter le webinaire. D'accord. Merci. Merci à vous d'avoir participé. Oui. Merci beaucoup et pour tous vos questions et les échanges que ça a pu susciter. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Donc, toujours pareil, a priori. Ça ne marche toujours pas. Ouais. On est en train d'essayer de vous le transmettre. On vous Voilà. invite à réessayer en cliquant sur le lien qu'on vient de vous réenvoyer. Ouais. Dites-nous si ça fonctionne mieux. Hélas, non, elle nous répond. Ah, ça ne fonctionne toujours pas? Bon, de toute façon, on va pouvoir vous le remettre dans le compte-rendu qu'on va vous envoyer. Il sera remis. Oui. Donc voilà, merci de penser à y répondre ultérieurement pour le coup. Ouais. Merci à vous par avance. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne journée. Merci pour votre participation. On espère avoir répondu à vos questions. Merci pour vos messages. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous aussi. Oui. Alors, par contre, c'est où? Tu retournes. Où est-ce que j'avais été? C'était. Où est-ce que j'avais été? Non, pas du tout. Non. Arrêtez le partage. Non.